Mesdames, Messieurs, je vous prie de m'excuser de commencer cette leçon de clôture, l'aboutissement de la réflexion de ces dernières semaines, à partir de l'histoire du droit comparé, sur ce qui est susceptible de constituer les fondements partagés d'un droit dans les différents pays d'Europe, par une réminiscence personnelle à partir de circonstances quelque peu anecdotiques. Peu après mes études en droit, j'étais jeune assistant et je poursuivais d'autres études, j'ai participé à un cours d'été à Londres en droit anglais, une introduction à la common law pour étudiants étrangers en droit. Les cours se donnaient à la London School of Economics et le cours d'été était organisé par le professeur Clive Schmidhoff, qui nous donna également, en guise de conférence d'accueil, un panorama d'ensemble de la tradition et de la culture juridique anglaise. Au fil du cours d'été, en plus des enseignements, nous eûmes aussi l'occasion d'approfondir cette rencontre par une visite et réception à l'une des Inns of Court, toutes proches, où nous eûmes l'occasion de rencontrer le maître au rôle, Lord Denning, lequel avait déjà à l'époque un statut quasi légendaire parmi les amateurs de droit anglais. Mais aussi d'être reçu chez Schmidhoff et sa femme, qui était avocate au barreau de Londres, dans sa maison londonienne. Schmidhoff nous était connu comme un spécialiste international en droit commercial, droit des sociétés, un des pionniers du droit commercial international, International Trade Law, en tant qu'une discipline scientifique, et un indéfatigable promoteur d'un rapprochement des sources et de la pratique du droit international des affaires. Lors de la séance d'ouverture du cours d'été, je fus tout d'abord frappé par la présence en force d'étudiants allemands. Après, j'ai appris que Clive Schmidhoff avait initié ce cours d'été peu après la Seconde Guerre mondiale, en collaboration pendant des années avec la DAAD, l'Office allemand des échanges universitaires. L'un des buts du cours était en effet, au début, de familiariser les nouvelles générations de jeunes juristes allemands d'après-guerre au monde juridique anglais et de la common law. Un autre aspect qui me frappa était que Clive Schmidhoff, qui nous parlait avec beaucoup d'éloquence mesurée, il avait à l'époque déjà accompli une longue carrière d'enseignement en droit commercial en Angleterre, avec beaucoup de succès. À partir de la perspective anglaise, il nous parlait toujours de « we, English lawyers », nous, juristes anglais, nous approchons cette question, et ainsi de suite, à l'intention d'un jeune public d'étudiants européens. Mais malgré son anglais irréprochable, il avait tout de même un accent étranger prononcé. Clive Maximilian Schmidhoff était né en 1903 dans une famille de juristes allemands. Son nom de naissance était Maximilian Schmulewitz. Il étudia le droit à Fribourg en Brisgau et à Berlin, où il obtint un doctorat sur thèse en 1927. Il commença une carrière d'avocat à la cour d'appel à Berlin, mais confronté à l'accession des nazis au pouvoir, il émigra avec sa femme dès 1933 vers l'Angleterre, où il suivit un programme de LLM, maîtrise en droit, et se qualifia à Gray's Inn, où il fut admis avocat en 1936. Il servit dans l'armée anglaise en 1940-1945. Après la guerre, il poursuivit sa carrière d'avocat. Il intervint souvent en tant qu'arbitre dans des litiges commerciaux internationaux et dès 1948, il enseigna à la City of London College. Clive Schmidhoff fait partie de toute une génération d'intellectuels et universitaires allemands, mais qualifiés de non-ariens ou de juifs par la politique et législation nazie, parmi lesquels de nombreux juristes, qui émigrèrent souvent vers les États-Unis ou vers la Grande-Bretagne à partir de 1933. Ces 20 dernières années, ces juristes émigrés ont fait l'objet de plusieurs études, dont le recueil paru sous la direction de Reinhard Zimmermann et Jack Beatson est sans doute le plus connu. Et plusieurs de ces juristes réussirent, dans l'environnement universitaire et de la pratique judiciaire de la common law anglaise, à se frayer avec succès une nouvelle carrière. À l'occasion d'un autre cours d'été, cette fois à Cambridge, je pus suivre quelques leçons de Kurt Lipstein, spécialiste de droit international privé et, dès les premières années de l'adhésion au Royaume-Uni, aux communautés européennes, un initiateur du droit européen s'adressant à un public d'étudiants et de praticiens du droit anglais. Lipstein était un contemporain de Schmidhoff,
né en 1909. Il étudia le droit à Berlin, après une initiation à Grenoble, s'établit comme avocat, mais l'accès au palais de justice lui fut, dès 1933, empêché. Il émigra en Angleterre, où il s'installa à Cambridge, y obtint un doctorat et y poursuivit une longue carrière universitaire. La plupart des juristes allemands d'origine juive émigrés en Angleterre ou ailleurs ont fortement contribué à l'essor en Angleterre des disciplines métajuridiques, parmi lesquelles je comprends entre autres le droit romain, et notamment le droit comparé dans leurs spécialisations respectives. Cet essor a durablement marqué les développements de la science du droit en Angleterre pendant l'après-guerre. Certains de ces juristes, les romanistes notamment, ont pu fournir un apport à la science en Angleterre ou aux États-Unis, plus ou moins directement à partir de leur tradition juridique allemande d'origine. Mais souvent, ils ont dû apprendre et assimiler, parfois déjà plusieurs années après leur formation universitaire en Allemagne, le droit anglais par des études supplémentaires et un apprentissage pratique au barreau. Alors, n'oublions pas que ce n'est que depuis la seconde moitié du XXe siècle qu'une majorité des stagiaires au barreau anglais ont étudié antérieurement le droit à l'université et que jusqu'à une époque relativement récente, les études en droit à l'université étaient formellement découragées aux jeunes qui ambitionnaient une carrière dans la pratique judiciaire. Dans le système anglais, avant la guerre, les cultures juridiques universitaires et judiciaires étaient nettement différenciées, sinon opposées. Alors, le contraste entre cette culture juridique des milieux judiciaires anglais et celle des facultés de droit allemandes de la première moitié du XXe siècle était d'autant plus prononcé. On a donc là véritablement un contraste de culture juridique encore beaucoup plus forte que ce qu'on peut s'imaginer aujourd'hui. Et c'est ça aussi, cette expérience de ces différents émigrés d'Allemagne en Angleterre avant la guerre. Dans le cadre de Klaus Schmidhoff, le souci de surmonter les différences entre traditions de common law et romanistes semble avoir été davantage articulé dans ses ouvrages et initiatives visant à élaborer un droit commercial transnational afin d'atténuer les conflits d'intérêts nationaux. En même temps, il entendait établir le droit commercial international comme une discipline scientifique, là même où l'Angleterre, malgré sa longue tradition dans le commerce international, n'avait pas développé une telle branche du droit. Les universités et la doctrine intégrèrent progressivement une telle branche dans leur programme. Dès l'après-guerre, son ouvrage sur le commerce d'exportation, Export Law, première édition en 1948, plusieurs éditions ultérieures, fut un jalon dans cette élaboration doctrinale. En 1957, Schmidhoff combla une autre lacune dans le paysage juridique anglais en fondant la revue Journal of Business Law, évitant à dessein l'expression commercial law, droit commercial, afin notamment de mieux comprendre aussi bien la dimension scientifique que pratique du droit des affaires et les acteurs de l'un et de l'autre domaine. En 1966, son rapport au secrétaire général des Nations Unies fut déterminant dans la création, 2 ans plus tard, de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. Cette commission, aux yeux de Schmidhoff, avait un rôle important à jouer dans le développement de ce qu'il concevait comme une nouvelle lex mercatoria, un droit commercial transnational d'une ère qui supplanterait les ordres juridiques nationaux dans le commerce international. Ce mouvement devait à terme aboutir à une codification du droit du commerce international, une perspective que Schmidhoff n'envisageait sans doute pas tellement à partir d'une expérience européenne continentale, mais plutôt s'inspirant du Code universel de commerce élaboré aux États-Unis. Dans le contexte européen, anticipant l'adhésion du Royaume-Uni aux communautés européennes, il élabora le concept d'une entreprise multinationale avec un statut spécifique, international ou du moins européen. Son engagement pour un ordre juridique transnational s'exprima également à travers sa contribution à l'arbitrage commercial international, pour lequel il fut régulièrement sollicité et sur lequel il contribua par des ouvrages doctrinaux. Ces propositions allèrent dans ce domaine également dans le sens d'une codification, mais une codification entendue comme un système flexible, n'imposant pas une uniformité. Ainsi, les systèmes d'arbitrage institutionnel et ad hoc devaient subsister, mais une codification devait effectuer et favoriser
un rapprochement entre différentes pratiques et institutions d'arbitrage afin d'en assurer une pratique plus harmonieuse au profit du commerce international. L'exemple de l'œuvre de Klaus Schmidhoff, à peine effleuré dans cette brève évocation, est à la fois singulier et caractéristique. En effet, dans divers domaines, les juristes émigrés de l'Allemagne nazie, en particulier ceux aux États-Unis et en Grande-Bretagne, ont contribué à amorcer ou renouveler les approches juridiques internationales, transnationales et comparatives, sans pour autant imposer ou fortement mettre en avant leur culture juridique d'origine. Au contraire, leur travail comparatif, transnational, international, ne s'est le plus souvent, certainement pour les juristes contemporanéistes, développé qu'après un nouvel apprentissage dans la culture juridique de leur pays d'accueil et d'adoption. Il ne s'agit toutefois pas seulement des méthodes, du caractère, des orientations de leurs publications, manuels, revues, qui reflétaient en partie les pratiques doctrinales de leurs expériences juridiques continentales. Cette expérience est particulièrement pertinente pour revisiter un débat qui a retenu beaucoup l'attention des comparatistes ces dernières décennies. En plus des courants évoqués la semaine dernière entre des approches dites traditionnalistes et postmodernistes, des polémiques se sont également articulées de manière accentuée à partir des années 1990 autour de la notion de culture juridique. La discussion chez les comparatistes a notamment été influencée par celle sur l'usage de la notion dans la sociologie du droit, qui a opposé des partisans d'un concept de culture juridique dans un sens plus strict, afin d'en garantir une délimitation devant permettre son étude scientifique empirique, selon des critères propres aux sciences sociales, aux auteurs ayant proposé une conception plus large de la culture juridique, tantôt plus centrée sur les modes d'interaction entre professionnels du droit, on parle alors parfois de culture juridique interne, tantôt prenant en considération une population dans son ensemble, et on parle alors de culture juridique externe. Les éléments susceptibles d'être retenus pour définir ou établir une culture juridique varient également d'une approche à l'autre. En droit comparé, les auteurs ayant appelé à prendre en compte la culture juridique sont parfois qualifiés en anglais de cultural comparatists. Mais ces désignations se réfèrent à des tendances sensiblement différentes. Tous ont néanmoins en commun de rejeter ou de critiquer une approche comparative, selon eux, trop fortement orientée vers le droit positif et les institutions. Mais pour certains, les cultures juridiques sont essentiellement irréductibles, à tel point qu'à la limite, une véritable comparaison, une comparaison in-depth, en profondeur, comme se plaisent à prétendre quelques auteurs, ne serait pas envisageable, nul ne pouvant entrer complètement ou suffisamment dans une culture de l'autre. En termes plus philosophiques, l'altérité est alors pointée comme référence nécessaire pour affirmer ou définir sa propre identité. D'autres comparatistes culturels prennent une position moins radicale, n'excluant pas entièrement la possibilité d'une immersion dans une culture étrangère, ni une compréhension de celle-ci. Il est d'ailleurs frappant que certains de ces comparatistes culturels plus modérés se réfèrent parfois précisément à l'expérience historique des juristes émigrés, souvent d'origine juive, dans les pays de droit anglo-américains. Les enjeux autour de ces discussions sur l'importance de prendre en compte la culture juridique en droit comparé, une forme de contextualisme, ne sont pas seulement techniques, mais ont une portée politique plus ou moins explicite. À cet égard, ces discussions ont ravivé et renouvelé l'ancien débat sur l'orientation du droit comparé vers les différences ou la similarité à rechercher dans l'approche comparative. On sait que certains comparatistes ont prêté au droit comparé le but et la capacité de tendre vers un droit mondial, ce qui, conçu en termes absolus, aboutirait à l'évanescence du droit comparé. Si ce mirage n'est plus guère d'actualité, à moins de le comprendre de manière très relative, plusieurs approches tendant à uniformiser relativement un pan du droit, à l'échelle mondiale ou à une échelle régionale, demeurent une motivation importante de plusieurs travaux comparatifs. L'idéal de Schmidhoff, songeant
à un droit international des affaires en est un exemple. Les tentatives d'élaborer un droit privé européen, voire un code civil européen, mentionné ici il y a 15 jours, en est un autre. Il a été observé que l'intérêt pour le contexte culturel du droit n'entraîne pas dans tous les cas une approche nécessairement engagée dans la différenciation des systèmes de droit. Certaines entreprises d'uniformisation se réclament précisément d'une culture commune pour justifier et faciliter la convergence de systèmes nationaux différents. D'autre part, certaines tentatives de dresser une nouvelle taxinomie générale des systèmes de droit dans le monde, moins eurocentristes que celles proposées par quelques grands manuels du siècle dernier, s'attachent à regrouper des systèmes autour d'une notion de culture ou, notion parfois associée à celle de culture, de tradition juridique. Parmi les critiques récurrentes à l'encontre du référentiel culturel en droit comparé, il est souvent dit que cette notion est trop imprécise ou qu'elle recouvre des conceptions trop variables ou disparates. Ce référentiel ne pourrait ainsi contribuer valablement ou utilement à un discours scientifique. On retrouve dans ce contexte la critique, souvent exprimée dans le débat à propos de la notion de culture en sociologie, selon laquelle l'affirmation de l'importance et de l'influence de la culture, la question d'influence entraînant par ailleurs toute une controverse sur la nature de causalité dans ce contexte, ne peut être soumise à un examen empirique que dans des conditions tout à fait exceptionnelles et plutôt restrictives. Pourtant, même des auteurs critiques à l'égard des comparatistes culturels, comme Roger Cottrell, reconnaissent que l'introduction de la notion de culture peut jouer un rôle de catalyseur politique et moral, par exemple sur les questions fondamentales d'intégrité d'un système juridique dans ses rapports avec des forces tendant à imposer une logique unitaire, notamment économique, un ensemble de systèmes juridiques, ou à l'intérieur d'un ordre politique complexe, afin d'exprimer la légitimité d'un pluralisme juridique. C'est là que l'on mesure toute l'antinomie qui peut être perçue avec la conception du droit comme instrument de consolidation nationale, le nation building, et toute la difficulté qui consiste à accommoder un pouvoir politique national avec une société qui deviendrait officiellement multiculturelle. D'autre part, on constate le paradoxe que plusieurs courants politiques s'opposant à la construction européenne parce que celle-ci porterait atteinte à l'identité nationale, une identité justifiée par une particularité culturelle notamment, tendent à s'opposer à la reconnaissance d'identité culturelle à l'intérieur de la nation. Puisqu'il est question de culture juridique et de culture juridique européenne, au moins une définition de travail s'impose. Je vous propose de comprendre la culture dans ce contexte, mais culture en général, avant d'aborder la question de la culture juridique, essentiellement comme une connivence. Dans son roman « La Dame de Musashino », paru en 1950, le romancier japonais Shoei Oka décrit à travers un tableau familial les mutations de la société japonaise dans l'après-guerre immédiat. Le personnage féminin éponyme du roman représente une conception traditionnelle du mariage, à l'opposé de son époux, qui justifie ses vues plus émancipées de la tradition en se revendiquant de l'œuvre de Stendhal. C'est à propos de cette déliquescence du mariage traditionnel dans la nouvelle société que l'auteur remarque, je cite, « Une coutume, afin d'être une coutume, doit demeurer sous-entendue. » Fin de citation. J'ai repris pour mon compte cette formule d'une autre culture, d'une autre civilisation même, pour expliquer la transformation qui s'est produite en Occident au Moyen Âge, lorsque des juristes universitaires ont commencé à qualifier systématiquement des pratiques diverses comme des coutumes. Cette qualification supposant et entraînant un nouvel encadrement de ces conventions ou règles sociales de conduite dans un champ juridique qui leur était postérieur et étranger. Je serais enclin à adapter la formule à une caractérisation de la culture. Une culture, afin d'être culture, doit demeurer sous-entendue, et en ce sens, une connivence.
afin tout de même de proposer un essai de définition plus conventionnel dans nos discours scientifiques, je dirais presque plus conforme aux attentes de notre culture scientifique, je suggère d'envisager la culture comme, alors il y a une longue définition, mais j'y reviendrai par coup, alors une définition comme une faculté de communication dans le cadre de rapports durables, par le moyen de référence à des valeurs, intérêts, expériences et conventions partagées. Le périmètre de ce partage est déterminé rationné personné, c'est-à-dire par rapport à un groupe social qui peut être très restreint ou extrêmement large. Rationné territori, un territoire en soi n'a pas de culture, mais il peut être cultivé ou bâti et fortement identifié avec une population. Rationné matérié, le groupe social peut puiser son identité culturelle dans l'interaction de ses membres autour d'un thème ou intérêt particulier. Rationné temporis, la culture d'un groupe social se transforme constamment, même s'il y a continuité, la culture peut accuser des césures suffisamment profondes pour permettre de différencier des cultures successives au fil de cette continuité. En appliquant cette définition à la culture juridique, le périmètre variable peut comprendre tantôt toute la population d'un ordre juridique, qui peut être un ordre juridique supranational, transnational, national, infranational, du moins sur des questions à rapport avec le droit. Par exemple, lors d'un constitutional moment, comme l'entendait Bruce Ackerman. Mais on peut aussi penser à l'image de la justice, notamment de la justice pénale, propagée à travers les médias et les arts. Il peut aussi être plus restreint, comme dans le cas de la profession juridique, ou un segment de la profession juridique, ou encore de catégories ou professions non juridiques, dont les occupations les exposent spécifiquement au droit. Pensons par exemple aux prud'hommes, aux parlementaires, aux services de police, tant d'autres. Ainsi, plusieurs cultures juridiques, déterminées par différents facteurs d'intensité ou de précision très variables, peuvent se chevaucher en partie. Se pose ensuite la spécificité du droit. Sans droit, pas de culture juridique. La difficulté s'ensuit de la valeur que l'on attribue à la maxime ubi societas ibius. Une société organisée, un ordre politique, a-t-il nécessairement un droit? La question correspond à celle à partir de quand une normativité, et il convient d'admettre que toute société connaît dans une moindre ou plus grande mesure une diversité de normativités, à partir de quand une normativité devient-elle une normativité juridique? Une normativité juridique est-elle possible sans que les acteurs sociaux ou politiques qui forment cette normativité puissent être reconnus comme étant, ne fût-ce que dans une certaine mesure, des juristes? On ne peut certes concevoir des juristes sans qu'il existe du droit, mais l'inverse est-il vrai? Dans l'histoire du droit européen occidental, sans remonter au-delà de l'Empire romain, les tout derniers siècles de l'Empire d'Occident et le Haut Moyen-Âge semblent attester une telle situation. De même, dans certaines régions septentrionales ou d'Europe centrale, durant le Second Moyen-Âge, où l'historiographie reconnaît des traits suggérant l'existence d'un droit, sans que les acteurs sociaux qui en assurent l'application ne peuvent, à moins de forcer la qualification, être qualifiés de juristes. Ce que l'historiographie du droit d'une autre époque s'est efforcée de reconnaître comme l'ancien droit traditionnel, par exemple le Gutes altes Recht, autrefois prêté à une tradition germanique, ou le droit comparé actuel, s'inspirant de l'ethnologie, la normativité traditionnelle des peuples chthoniques, ne correspond que très imparfaitement à la notion de droit qui s'est développée en Occident. D'ailleurs, pendant des siècles, les juristes eux-mêmes se sont parfois efforcés d'incorporer dans une conception juridique élargie des normativités qui ne correspondaient pas aux critères du droit de leur formation ou de leur occupation. Ce fut notamment le cas, et ce l'est toujours aujourd'hui dans certaines traditions, de ce que l'on désignait de droit divin ou de droit naturel. Il suffit ici de remarquer que la spécificité de la normativité juridique n'implique pas une démarcation stricte par rapport à d'autres normativités. Il s'agit de zones frontalières plutôt que d'une frontière linéaire.
dans les réseaux d'interaction communicative qualifiables de culture juridique. L'histoire du droit et du droit comparé s'intéresse plus spécifiquement aux interactions qui concernent les acteurs sociaux et politiques contribuant à créer ce qu'on appelle, par une combinaison d'abstraction et d'allégorie, les sources du droit. Les acteurs habituellement associés à la création d'une ou de plusieurs de ces sources sont, dans notre tradition et culture, les juristes. Cette création, dans notre tradition et culture, relève avant tout d'un discours contradictoire. Et le développement des modes de raisonnement et d'argumentation entre juristes est sans doute le réseau le plus dense et le plus détaillé des interactions communicatives qui constituent le droit. C'est précisément ce degré de densité et de détail qui favorise la connivence entre juristes, leur capacité de faire l'économie d'énoncés susceptibles d'être compris implicitement à travers et au-delà des énoncés formels et explicites. Ce réseau de facultés communicatives entre juristes est le réseau le plus intensif des différentes cultures juridiques. Il est lui-même, dans une grande mesure, le référentiel perçu ou imaginaire des autres cultures juridiques impliquant des non-juristes. Même cette culture juridique des juristes est complexe et diversifiée, tout en ayant un degré d'homogénéité. Dans un même réseau, plusieurs réseaux de spécialisation coexistent, ce qu'on appelle dans certains de ces réseaux culturels les privatistes, les publicistes, les fiscalistes, les commercialistes, mais aussi les groupes professionnels, des juges, avocats, notaires, juristes d'entreprise. Et chacun de ces réseaux est connecté dans la communication juridique, non seulement avec d'autres réseaux de juristes, mais aussi avec une clientèle non exclusive de non-juristes. Et ces réseaux peuvent se former à un niveau local, régional, national, transnational, international. Tout juriste appartient dès lors, selon des engagements d'importance variable, à plusieurs cultures juridiques. Certaines combinaisons sont sans doute plus faciles à assumer que d'autres. Toute appartenance à une culture requiert un apprentissage, des références, ou des codes, comme on dit parfois, mais la notion de code, abrégée pour code de conduite, implique déjà un degré de normativité plutôt fort et contraignant à l'égard d'une culture. Certains apprentissages sont facilités par l'expérience de sa propre culture. Ainsi, lorsqu'on envisage la construction européenne, le juriste d'un État fédéral peut plus facilement envisager le degré de flexibilité, d'inflexibilité que les règles de compétence entre institutions européennes et nationales impliquent qu'un juriste exclusivement rompu à la pratique d'un État unitaire et centralisé. C'est précisément dans le champ de l'interprétation de la portée des règles, au-delà de leur énoncé formel, que les juristes de cultures nationales différentes risquent de s'empêtrer dans des malentendus. Et la formation d'une culture commune, qui vient s'ajouter à leur culture nationale et autres, consiste justement en la formation d'un entendement qui passe par des énoncés, en l'occurrence interprétatifs, impliquant une compréhension non explicitée. C'est pourquoi, dans l'essai de définition que j'ai proposé, il était fait état de rapports durables, car cette formation de sous-entendu, cette connivence, s'inscrit nécessairement dans la durée. Pour le Moyen-Âge et les temps modernes, les droits savants et le ius commune sont les exemples les plus connus ou les plus cités de systèmes de droit associés à une culture juridique à l'échelle européenne. Au dernier siècle de l'Ancien Régime, le droit public de l'Europe indique qu'une culture juridique européenne s'était développée parmi les hommes d'État, diplomates, publicistes, pas tous des juristes, autour d'une normativité des relations internationales. Plus récemment, l'historiographie du droit s'est attachée à reconnaître des réseaux européens et internationaux pendant l'ère associée avant tout aux droits nationaux. Un exemple remarquable et déjà bien documenté est celui du juriste, notamment, mais pas seulement, pénaliste, Karl Joseph Anton Mittermeier, né en 1786, mort en 1867, dont les archives comptent quelques 12 000 lettres de correspondants allemands, à une époque où l'Allemagne n'était pas unifiée, européens et d'ailleurs. Son intérêt pour le système pénitentiaire, dans une perspective comparée et comparative, portait sur un aspect encore relativement récent de la justice pénale,
pour lequel on peut faire état dans sa correspondance d'une élaboration de culture pénaliste internationale. D'autres intérêts de Mittermeier, qu'il partagea avec des correspondants, étaient la codification du droit, également un phénomène relativement nouveau à son époque. Et Mittermeier assura aussi la publication d'une revue critique pour la science juridique et la législation étrangère, ce qui illustre comment ce réseau de correspondance alimentait une autre forme d'échange ayant contribué, parfois au-delà des frontières nationales, à un partage de connaissances juridiques et d'une culture européenne en plein essor au XIXe siècle, les revues de droit. Plus tard, au XIXe siècle, lorsque les moyens de communication et de déplacement s'étaient fortement développés, les congrès internationaux, réunissant régulièrement des juristes de différents pays, marqueront une nouvelle étape dans la construction de ces réseaux en Europe. Le congrès de Paris de 1900, qui donna un souffle nouveau au droit comparé, s'inscrivait dans la ligne de plusieurs initiatives précédentes, se référant souvent encore, positivisme législatif oblige, à la notion de législation comparée. Néanmoins, l'historiographie ne peut méconnaître que sur la longue durée, l'histoire des droits en Europe a principalement consisté dans la consolidation de droits particuliers, à la fois produits et vecteurs de cultures juridiques particulières. Ce fut le cas des coutumes, la plupart locales et régionales au Moyen Âge, des droits des principautés territoriales au temps moderne, des États-nations à partir de la fin de l'Ancien Régime. Il existe donc bien dans la tradition européenne, conçue sur la longue durée depuis le Moyen Âge, une dialectique entre droit particulier et une pensée juridique s'efforçant de recueillir et transcender ces particularismes dans une construction relativement unifiée. Dans cette dialectique, aussi bien les particularismes que les constructions unifiantes se sont à plusieurs reprises transformés. Et un aspect trop souvent sous-estimé dans l'historiographie du droit est que ces transformations respectives sont liées l'une à l'autre. D'autre part, il est important de relever que les traditions particularistes sont, elles également, souvent complexes. Et là aussi, cette complexité tend à créer une dialectique entre particularisme préexistant et de nouvelles formes de particularisme tendant à maîtriser, neutraliser ou absorber les premiers. Cela a été par exemple le cas en France, avec la formation d'un droit commun du royaume, en partie droit coutumier commun, et avec le basculement vers un droit national à la Révolution. Cette dialectique n'est pas un simple exercice intellectuel de juriste. Les cultures juridiques, même définies, comme je l'ai fait, comme des facultés de communication, sont également le reflet de regroupements d'intérêts. Les rapports entre différentes cultures juridiques, même pacifiques ou apparemment avant tout scientifiques, comprennent dès lors toujours une tension ou un conflit d'intérêts. Les droits nationaux que nous connaissons aujourd'hui en Europe sont des survivants victorieux, des expressions formelles du droit dont la culture a le plus souvent supprimé des cultures antérieures de réseaux plus restreints. Si l'on projette vers le passé le débat contemporain entre les tenants des cultures juridiques nationales et ceux d'une culture cosmopolite européenne, on s'aperçoit que peu de ces conflits entre droits particuliers traditionnels et nouveaux ont favorisé une coexistence durable. Pour reprendre l'exemple français, les cultures coutumières locales et régionales ont subi une profonde transformation au temps moderne, en ce sens qu'elles ont été appropriées par des acteurs professionnels représentant d'autres groupes d'intérêts et partant d'autres cultures juridiques en France, notamment les auteurs doctrinaux de la science du droit et ceux de la pratique des cours supérieurs, tous deux marqués par la culture juridique universitaire. Qu'avons-nous perdu avec la disparition des coutumes d'Ancien Régime? C'est une question que je pose une fois par an à mes étudiants, en y ajoutant qui souhaiterait la disparition des produits du terroir? Question que je concrétise parfois en la rapprochant de la citation ou boutade attribuée au général de Gaulle sur l'impossibilité de gouverner un pays qui compterait 258 ou plus de fromages. À la Restauration, ou plus fortement encore en Belgique, après 20 ans d'annexion française,
faute de groupes d'intérêt suffisamment significatifs pour représenter ces cultures juridiques encore très vivantes à la fin de l'Ancien Régime, ces cultures juridiques locales ou régionales n'ont pu renaître. En Belgique, la plupart des juristes qui s'exprimaient dans l'espace public et politique après le régime français étaient plutôt enclins à maintenir le droit du régime déchu plutôt que de revenir à la diversité coutumière d'avant l'invasion française. Souvenons-nous toutefois qu'une culture juridique nationale dans les États-nations du XIXe siècle ne s'est pas formée du jour au lendemain. Aussi peut-on s'interroger si le droit constitue un bien culturel, au même titre que d'autres expressions culturelles, hormis les produits régionaux, patrimoine architectural, artistique, littéraire, linguistique. De ma propre observation en tant qu'enseignant depuis une quarantaine d'années, je perçois qu'il n'existe guère d'attachement profond chez les étudiants en droit, ni à leur droit positif national, ni à la culture juridique nationale qu'ils commencent à acquérir. L'ancrage dans le cadre juridique national est davantage l'œuvre des habitudes, d'une routine pré-professionnelle qui prend racine dans les esprits du fait que dans la toute grande majorité des cas, les textes, législation, jurisprudence, doctrine qu'ils lisent et mémorisent sont presque exclusivement rédigés dans la langue du pays et très majoritairement orientés vers le droit national. Dans la grande majorité des diplômés en droit, la pratique professionnelle ne fera que renforcer cette routine. La mobilité par des programmes d'échange, Erasmus par exemple, les très nombreux projets, colloques, autres programmes facilitant les échanges internationaux universitaires, les rencontres internationales régulières organisées entre certaines professions juridiques, tout cela favorise un degré d'internationalisation, d'européanisation, mais à une échelle restreinte et souvent superficielle. Il faut également différencier ces facteurs d'internationalisation et d'européanisation. Dans certaines spécialisations du droit, elles s'effectuent plus volontiers que dans d'autres. Et parmi les professions juridiques, les chercheurs, enseignants universitaires, sont sans doute une catégorie privilégiée pour intégrer dans leurs occupations professionnelles une telle internationalisation. Finalement, l'intégration accrue du droit européen, de l'Union européenne, de la Convention européenne des droits de l'homme, dans les enseignements des matières nationales, partant dans la doctrine nationale, et si possible dans les publications doctrinales qui touchent un plus large public de professionnels du droit, sont les meilleurs atouts, mais des atouts encore très limités, pour développer une culture juridique européenne. La perspective parfois avancée d'un droit commun européen qui deviendrait à l'échelle mondiale un droit particulier ayant incorporé et largement neutralisé les droits nationaux n'a guère de précédent historique. Les exemples de tels développements pouvaient s'appuyer sur des éléments qui font largement défaut dans l'Europe du XXIe siècle. L'exemple de la common law anglaise n'est pas sans plus transposable, notamment du fait qu'il n'existe pas de système judiciaire européen comparable aux cours royales anglaises médiévales ou aux associations de praticiens de la common law, aux liens de ces juristes avec le pouvoir politique royal. L'exemple de l'ancien droit commun français n'est pas sans plus transposable, principalement parce qu'il n'existe pas de pouvoir politique européen du type de la monarchie française, ni un réseau de cours européennes comparable à celui mis en place pour assurer la justice royale. L'exemple du Gemeinsrecht allemand n'est pas sans plus transposable en l'absence d'un système commun de formation des juristes fondé sur une science commune du droit. En revanche, on pourrait tout aussi bien, pour chacun de ces exemples et d'autres exemples historiques de traditions juridiques communes empruntées à d'autres régions européennes, on pourrait tout aussi bien indiquer des éléments susceptibles d'être transposés dans la formation d'une culture juridique européenne. Ainsi, malgré le caractère sans doute moins contraignant de la jurisprudence des cours européennes, la concentration de ces cours en un nombre restreint et l'autorité dont leurs décisions jouissent en pratique, tout en étant orientées vers les objectifs de l'Union, ont contribué à développer les prémices d'une culture judiciaire partagée dans les juridictions nationales. L'élaboration du droit coutumier commun français évoque à plusieurs égards les développements d'une doctrine européenne comparative et commune à notre époque.
Le Gemeinderecht du Saint-Empire s'est en partie développé grâce à l'ascendant, malgré la multiplication des privilèges des non-appellando, des deux cours impériales et de la doctrine que sa pratique a inspirée. Quelles sont enfin pour notre époque les perspectives d'une culture juridique européenne, laquelle, on peut suffisamment le souligner, existe déjà en Europe, même parmi les juristes avant tout enracinés dans leur tradition nationale. Pour répondre à cette question, je reprendrai les éléments de définition d'une culture juridique que j'ai proposés plus tôt. Premier élément, la faculté de communication. La plupart des exemples historiques d'un droit se superposant comme droit commun au droit particulier ont bénéficié d'une langue commune. Le law French, complété par l'anglais et le latin, en Angleterre. En France, le français tel qu'il fut imposé, spécialement à partir du XVIe siècle, dans l'ensemble du royaume, est complété par le latin. Le latin dans le Saint-Empire, complété par l'allemand, en différentes variantes, pour les droits territoriaux. Un langage commun fait toujours défaut à l'Union européenne, l'anglais étant tout au plus devenu le dénominateur commun le plus bas. La concordance des termes et notions est importante, mais imparfaite et incomplète. Les défauts de concordance étant bien sûr plus nombreux et plus importants, d'une manière générale, entre la common law anglaise et les systèmes continentaux. Même dans un ordre juridique officiellement multilingue comme celui de l'Union européenne, où en principe chaque terme juridique a son équivalent exact dans chaque langue officielle de l'Union, on a l'expérience de transpositions ratées. Plusieurs auteurs citent l'exemple de la transposition de la notion de bonne foi à partir du droit européen dans la pratique juridique anglaise. C'est bien pourquoi il faut nécessairement relier la question technique de la compréhension ou traduction d'une langue à l'ensemble des références qui peuvent être partagées entre juristes pratiquant différentes langues, au moins afin de s'assurer que l'on est conscient des nuances ou sens divergents. Bien qu'il soit difficile de nier trop radicalement que l'anglais, dans un format simplifié, soit devenu le vecteur linguistique par excellence d'une culture juridique européenne partagée, une telle culture ne pourra se développer pleinement que si les juristes auront, en plus de leur langue maternelle, une connaissance approfondie d'au moins 2 à 3 langues étrangères. Pas nécessairement une maîtrise de parler et de rédiger dans l'autre langue, mais au moins la capacité de lire un texte juridique étranger et d'en apprécier les différentes strates non explicitées. L'interface européenne serait sans doute fortement soutenue si les juristes européens avaient une telle connaissance de, disons, 3 à 4 langues dont l'usage transnational est le plus marqué, au risque de heurter des sensibilités, l'anglais, le français, l'allemand et l'espagnol. Et afin de renforcer les réseaux culturels susceptibles de transmettre des éléments de culture juridique pratiquant d'autres langues, d'1 à 2 de ces langues mineures, au sens qu'elles sont des langues moins utilisées dans les rapports transnationaux. La perception des strates non explicitées dans l'usage d'une langue est essentielle pour une compréhension des énoncés. Un exemple aussi simple que très célèbre est la fameuse petite phrase de Lord Aitken dans le jugement Donoghue and Stevenson. « Who is my neighbor ?» Question devenue essentielle dans la détermination de l'obligation de diligence envers la victime d'un préjudice dans le droit de la responsabilité civile. Tout en demeurant dans un registre entièrement séculier, l'expression comportait dans un pays qui avait à l'époque, le jugement date de 1932, encore une forte tradition chrétienne, supposant une familiarité avec les principaux textes bibliques, au moins une connotation d'un commandement fondamental aux origines ou connotations religieuses. L'évangile de Marc, « Love your neighbor as yourself », ce qui inévitablement implique ou suggère, au-delà de l'obligation juridique, une obligation sociale d'une portée fondamentale. Cette connotation se perd déjà dans le terme dérivé de « neighborhood », qui exprime le lien de proximité qui devait exister entre la victime du préjudice et son auteur. Mais pas plus sans doute que le terme de proximité n'évoquera auprès de la plupart des juristes de langue française une connotation morale ou religieuse associée au terme du prochain. Le terme neighborhood, dans le contexte de la responsabilité civile,
n'impliquera chez le lecteur anglais contemporain qu'un ensemble de principes davantage techniques et dont l'usage contemporain de l'anglais juridique, proximity, tend d'ailleurs, me semble-t-il, à évincer neighborhood. Les effets de transposition d'un terme d'une langue à l'autre sont d'autant plus imprévisibles qu'un terme juridique correspond à une notion qui elle-même peut correspondre ou se référer à un ensemble de principes et même de règles positives. Dans l'ancien droit, par exemple, les juristes savants ont parfois qualifié certains droits de jouissance qu'une veuve pouvait faire valoir sur un bien de la succession de son mari en vertu d'une coutume d'usufruit. Or, une telle qualification, par référence à l'usus fructus romain, charriait au-delà du terme tout un ensemble de règles de droit romain et ces doctrines savantes élaborées autour de ces règles, qui pouvaient ainsi infiltrer par défaut l'ordre coutumier. Ces confusions et hybridations peuvent générer de nouveaux développements créatifs, mais encore faut-il prendre en compte les ramifications d'une transposition. Le trust anglais a inspiré des législateurs et juristes continentaux à adopter des constructions fiduciaires s'inspirant de l'institution anglaise. La possibilité d'une telle transposition corps et âme dans un système juridique peut toutefois être mise en doute. Ainsi, en tant que produit du droit anglais selon Equity, le trust présuppose pour sa construction l'environnement de la common law, ce qui est, en droit continental, virtuellement impossible. Mais les nouvelles constructions fiduciaires qui en résultent dans un système de droit civil offrent de nouvelles possibilités. Les historiens du droit ont notamment fait état de nouvelles formes de domaines divisés en droit contemporain, une référence à la construction de l'ancien droit où le titulaire de droits réels, autres que ceux du propriétaire, notamment dans le système féodal, était reconnu comme une forme de propriété dite utile. Deuxième aspect de la culture juridique, le rapport durable. Toutes les manifestations de culture juridique ont pu s'appuyer sur une infrastructure institutionnelle. Dans les exemples historiques précités, j'ai mis l'accent sur les institutions judiciaires. Celles-ci ont en effet concentré le plus efficacement la tradition argumentative directement en rapport avec le registre de la pratique du droit. En Europe, la production législative ou quasi-législative de la Commission, la jurisprudence de la Cour de l'Union européenne, la jurisprudence de la Cour des droits de l'homme, ont été des foyers indispensables pour alimenter non seulement des pratiques d'acteurs divers, mais en droit, des modes d'enseignement, de recherche, de doctrine orientés vers ces institutions et relayant un ensemble de politiques, de principes et d'options, en plus de tout un corpus de textes normatifs dans des centaines de centres universitaires, d'entreprises de conseil juridique et d'autres acteurs de la vie juridique qui partagent ainsi, sur la durée, le développement des éléments contribuant à former une culture juridique à travers toute l'Union européenne. Il ne s'agit pas d'émettre un jugement de valeur positif ou négatif sur ce développement, mais d'étayer le constat que cette interaction est constitutive d'une nouvelle culture juridique qui existait il y a à peine un peu plus d'un demi-siècle. À une échelle sensiblement différente, on est tenté de voir une similitude avec la formation du droit canonique à son âge classique, c'est-à-dire au XIIe et XIIIe siècle, lorsque ce droit s'est rapidement développé par une interaction entre papauté, comme législateur principal et juge suprême, administration locale, les évêques et les officiaux, et les universités. Une partie substantielle de la législation papale était instigée par des demandes concrètes d'administrateurs et de juges à travers la chrétienté. Les réponses, les rescrits à ces demandes pouvaient être édictées sous forme de règles générales, ces règles générales étant alors reprises dans des compilations de législation qui étaient transmises aux universités pour y être enseignées et commentées, et ces commentaires informaient à leur tour la jurisprudence et la législation. On avait là un rapport triangulaire entre trois acteurs où chacun des acteurs était mutuellement en rapport avec les deux autres, constituant une communication institutionnelle et soutenue entre législation, jurisprudence et doctrine. Mutatis mutandis, un tel rapport triangulaire, ou même davantage polygonal, peut aujourd'hui être reconnu à la base même de la culture juridique européenne, soutenant le développement du droit européen.
troisième élément de la culture juridique, son périmètre. Sans contester la légitimité des conceptions de culture juridique étendant la notion à l'ensemble des justiciables d'un ordre juridique donné, la culture juridique que je retiens ici est celle du périmètre restreint des professionnels du droit. Contrairement à l'argument souvent avancé selon lequel le fait que tout professionnel du droit appartient à une culture juridique nationale qui constituerait une entrave à son assimilation d'une culture juridique transnationale, européenne en l'occurrence, il me semble que l'appartenance nationale favorise davantage la capacité d'une telle assimilation. Malgré les différences structurelles et conceptuelles qui existent dans une plus grande ou moindre mesure entre les systèmes juridiques nationaux et les cultures juridiques correspondantes, ces particularismes ne sont pas insurmontables pour un juriste professionnel. À moins de se figer dans une Begriffsjurisprudence rigide, une méthode strictement conceptuelle, les droits nationaux en Europe partagent suffisamment de traits communs et ne sont pas irréductiblement incommunicables entre eux. Même les branches traditionnelles du droit, historiquement celles qui ont été développées comme branches du droit avant le XIXe siècle, comprennent pour leur plus grande part des fondements et des articulations intelligibles dans tous les systèmes nationaux. L'interface et la compatibilité de communication ne doivent pas être garanties à 100% pour assurer la comparabilité des systèmes. La part d'incompatibilité n'est pas plus insurmontable que, dans le langage en général, les termes et idiomes intraduisibles ne peuvent exprimer, avec inévitablement une approximation dont il faut être conscient, par une paraphrase. Tout comme l'acquisition de sa propre culture juridique nationale est un processus indéfiniment inachevé et partiel, la familiarisation avec des droits et des cultures juridiques étrangères demeurera sans doute encore davantage inachevée et partielle. Mais l'intelligence que le juriste détient à l'égard de sa propre culture juridique facilite l'intelligence de la culture juridique étrangère, du moins dans le cadre européen. Plus le périmètre, dans celui des juristes professionnels, est focalisé sur une discipline spécialisée, et plus cette discipline a été récemment établie et développée, plus l'interface entre juristes de systèmes différents, mais partageant la même discipline, sera facilitée. La multiplication quelque peu incontrôlée des nouvelles matières, disciplines, spécialisations en droit depuis quelques décennies, méconnaissant souvent la systématisation classique du droit, est sans doute théoriquement peu satisfaisante, mais le décloisonnement qu'entraîne ce développement est favorable aux échanges transnationaux, d'autant plus, ajoutera-t-on, que ces nouvelles disciplines se définissent souvent elles-mêmes en termes transnationaux. À ce tableau optimiste, il convient toutefois de contraster des facteurs qui entravent la communicabilité. Je me bornerai à citer le recul ou l'insuffisance de l'apprentissage des langues étrangères, en dépit de leur place dans les programmes scolaires et d'études supérieures, et déjà mentionné l'inertie culturelle de la plupart des juristes professionnels au-delà du segment de leur spécialisation ou de leur cadre de droit national. Enfin, quatrièmement, le partage de valeurs, intérêts, expériences et conventions. Afin d'évoquer ce dernier composant de la culture juridique, je reviens à l'introduction de ma leçon inaugurale, le thème de l'état de droit. Dans son étude admirable sur les fondements du droit public, Foundations of Public Law, dont il n'existe à ma connaissance pas de traduction française, Martin Laughlin consacre un chapitre critique à la notion de l'état de droit. Il peut être ici question de détailler cette critique ni d'en proposer une lecture critique. Sommairement, la thèse de Laughlin consiste à rejeter le concept d'état de droit, dont il souligne les différentes acceptions en anglais, en allemand, en français, en tant que principe fondateur et constitutif du droit public, parce que sa seule définition cohérente serait irréalisable dans la pratique constitutionnelle, et ce caractère théorique l'exposerait à des manipulations idéologiques. Laughlin parle d'une formulation rhétorique sans conséquences pratiques, ou encore purement d'un slogan. Dans la mesure où il maintient le concept, il s'agit non de créer ou de respecter un consensus moral général, mais bien d'un mode d'exercer le pouvoir politique qui consisterait à s'assurer du soutien des citoyens en créant l'attente que cet exercice du pouvoir
se fera conformément aux règles du droit. Et la réussite de cet exercice du pouvoir politique serait à son tour un facteur générateur de pouvoir, l'état de droit étant essentiellement alors une stratégie dans l'intérêt du pouvoir lui-même. Sans doute l'état de droit est-il dans cette analyse critique trop exclusivement subordonné, je crois, à la théorie politique. Le chapitre se termine d'ailleurs par l'affirmation de la primauté de la rationalité politique dans un système constitutionnel moderne, à arbitrer les conflits d'intérêts entre citoyens ou groupes de citoyens. Ma perception est que, même si la gouvernance publique est en effet déterminée par le pouvoir politique, l'idéal de la bonne gouvernance publique, la combinaison d'efficacité et de justice afin de réaliser une paix prospère, s'est largement fondé sur l'expertise juridique pour réaliser cet idéal. Le pouvoir légitime a impliqué dans la civilisation occidentale un idéal de justice qui s'exprime à travers l'énoncé d'une normativité juridique et l'application de cette normativité juridique. Ainsi, même si l'état de droit ne serait pas un concept fondateur de l'ordre constitutionnel, il en est un principe fonctionnel essentiel. L'historien du droit que je suis a principalement travaillé à partir de sources de la pratique judiciaire et gouvernementale. Puisqu'à l'occasion de cette leçon de clôture, j'en suis aux réminiscences, je me permets d'évoquer la masse même des archives judiciaires que j'ai pu visiter au fil des décennies. En 1986, ici même à Paris, à l'hôtel de Soubise, je me souviens du choc visuel quand je suis entré pour la première fois dans la grande galerie où sont conservés une partie des registres du Parlement de Paris. Tout un condensé de la société française, dans le ressort du Parlement, de la fin du Moyen-Âge à la fin de l'Ancien Régime, malgré les pertes de documents au fil des siècles. Ailleurs, en France et en Europe, les archives judiciaires qui ont survécu les catastrophes naturelles et politiques représentent souvent des dépôts de documents calculés en centaines de mètres, voire, pour les plus importantes, en plusieurs kilomètres d'étagères. Une interprétation cynique pourrait y voir, avec quelques justifications, un esprit occidental de chicane et de polémique. Mais à la lecture de fragments de ces immenses archives sérielles, apparaît surtout comment, en amont de cette pratique judiciaire, il y a eu depuis le Moyen-Âge une tradition de reconnaître les actions ordinaires des citoyens et des autorités publiques soumises à une normativité juridique, et que les conflits sur l'application de cette normativité devaient être soumis, s'ils ne pouvaient être autrement résolus, à des autorités juridictionnelles ou quasi-juridictionnelles. Peu importe que d'un pays à l'autre, la culture judiciaire était différente. En France même, chaque cour avait son propre style. En Europe, le système juridictionnel reflète chaque fois une constellation propre, un système judiciaire particulier. Mais l'idée d'une instance judiciaire, l'idée d'une procédure régulière, un due process of law, qui plane sur tout conflit d'intérêts, sont des idées fondamentalement partagées dans tous les pays européens. L'état de droit même, s'il peut avoir des significations propres aux traditions nationales distinctes, comprend suffisamment d'expériences largement partagées, je viens d'évoquer la pratique judiciaire, pour constituer un de ces référentiels essentiels d'une culture juridique partagée à travers l'Europe. J'ai, au début de cette leçon de clôture, évoqué le souvenir de Clive Schmidhoff, l'un de ces nombreux juristes émigrés de l'Allemagne nazie, un épisode de la dénégation de l'état de droit vers l'Angleterre, qui ont reconstruit, dans un environnement culturel juridique très différent, une nouvelle culture juridique, puis après la guerre, ont contribué à la reconstitution d'une culture juridique à l'échelle européenne ou mondiale. Cette expérience est mémorable. L'Allemagne avait été un pays où la classe sociale des juristes, le Juristenstand, jouissait depuis des siècles d'un prestige inégalé. Ces prétentions d'une expertise fondée sur une science du droit leur permettaient de croire que le droit et le Rechtsstaat qu'ils représentaient étaient au-dessus de la mêlée et résistants aux aléas politiques. Le changement de régime et ses effets ont anéanti cette conscience de soi. Mais la destruction de l'état de droit sous le nazisme a été un ressort dans l'Allemagne d'après-guerre pour renforcer cet état de droit dans le système politique, constitutionnel et social. L'expérience allemande s'est aussi fait ressentir dans l'Europe d'après-guerre. La construction européenne a, elle aussi, été marquée par les effets de la destruction de l'état de droit.
Mais si l'on jette un regard sur la longue durée de l'histoire européenne, on constate qu'en dépit des priorités de politique économique qui ont prévalu à l'initiation des communautés, puis de l'Union européenne, la gouvernance de cette politique économique, rapidement étendue à d'autres domaines de la gouvernance publique, a rapidement repris le fil d'une gouvernance fondée sur un ordre juridique et s'exerçant par le droit. Et c'est en ce sens que je peux terminer en réaffirmant: l'Europe s'est construite comme un État de droit, l'Europe, dans sa complexité et à travers ses composantes, se construit et se reconstruit en permanence comme un État de droit. Je vous remercie.